Bonjour ou rebonjour. Dans le cadre de l'année de l'innovation franco-québécoise, le CLIC et le CITEM sont heureux de vous accueillir pour cette conférence sur le thème l'incubateur d'innovation muséale quand deux musées québécois unissent leurs forces. Donc on va avoir la chance de pouvoir écouter deux représentantes du Musée de la Civilisation et du Musée national des beaux-arts du Québec qui vont nous faire découvrir leur incubateur d'innovation muséale. La chose intéressante, l'aspect intéressant de ce projet, c'est la collaboration entre deux institutions pour travailler sur l'innovation et pour réfléchir à l'innovation, et le fait que la vision de l'innovation dans le cadre de ce projet n'est pas seulement l'innovation numérique, mais également l'innovation sociale. Donc, ça correspond beaucoup à l'esprit du CLIC. Donc, c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'accueillir nos deux speakers intervenantes. Karen Smith, qui est chargée de projet innovation au Musée de la Civilisation et coordinatrice de l'incubateur d'innovation muséale. Donc conjoint des deux musées, et Annie Bérubé, chargée de mission, projets spéciaux, direction générale au Musée national des beaux-arts du Québec. Je vais tout de suite leur laisser la parole. Elles vont présenter l'incubateur, les missions, les projets, faire un bilan de cette initiative, et ensuite on vous proposera une interaction et elles répondront à vos questions pendant les 15 dernières minutes de la session. À vous la parole. C'est moi qui va commencer. Donc, merci d'être là. On est très heureuse d'être ici, Annie et moi, aujourd'hui pour vous présenter l'incubateur d'innovation muséale. Mais en fait, pour vous partager un peu les expériences que nous, on vit dans l'incubateur depuis 2020 maintenant. On le sait, on est de plus en plus nombreux à vouloir produire des projets innovants, à vouloir faire des projets qui sortent des sentiers battus. Donc, nous, on va vous partager un peu l'expérience que l'on vit de notre côté, mais on est très curieux aussi de savoir ce que vous faites et comment ça se passe chez vous à ce niveau-là dans vos musées puis dans vos institutions. Donc, Pierre l'a dit, moi, je m'appelle Karen, je travaille au Musée de la Civilisation à Québec, dans le quartier historique de la ville de Québec, un musée de société qui est là depuis 1984. Donc, nos grandes fonctions à nous, c'est vraiment de faire connaître l'histoire puis les composantes de notre civilisation, notamment les cultures matérielles et sociales des occupants du territoire québécois, mais aussi de celles qui les ont enrichis. Et puis, bien sûr, aussi de la conservation puis la mise en valeur aussi de toutes nos collections. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Annie Bérubé. Je suis chargée de mission projets spéciaux au Musée national des beaux-arts du Québec. Pardon, je vais enlever mes écouteurs parce que je m'entendais drôlement. En fait, le Musée national des beaux-arts du Québec, c'est bien sûr un musée beaux-arts. Il a eu 90 ans cette année. On est situé à Québec sur les plaines d'Abraham, qui est un magnifique parc urbain. Si vous êtes déjà venu à Québec, vous le connaissez sans doute. Notre mission à nous au musée, c'est de conserver et de faire connaître l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel. On a une belle collection quand même de plus de 40 000 œuvres qui représentent environ 4 500 artistes. Je vous dirais que dans les dernières années, le MNBAC, je vais l'appeler le MNBAC d'ailleurs, le Musée national des beaux-arts du Québec, parce que c'est un peu long, donc je vais l'appeler par son petit nom. On a pris un virage résolument humain, on a un peu changé notre vision du musée, puis on chemine peu à peu vers notre vision d'un musée qui est davantage humain, à l'échelle humaine, ouvert, accessible, etc. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on va vous parler de l'incubateur d'innovation muséale, ce qu'est notre incubateur. On va vous parler de notre collaboration aussi. Là, j'ai deux gadgets à penser. On va vous parler de notre collaboration également dans le cadre de ce grand projet. On va vous parler également des projets, pas tous les projets, mais parce qu'on en a une quinzaine, mais quand même quelques-uns pour vous donner une bonne idée de ce qu'on fait. Puis, on va vous parler aussi des muscles qu'on a dû développer au fil des années pour être capable de se positionner, en fait, de faire des projets innovants, puis de modifier notre posture pour être davantage novateur. Et au final, après avoir travaillé puis développé ces muscles de l'innovation-là, mais on va vous partager qu'est-ce qu'on y gagne finalement à s'embarquer dans une belle aventure comme celle-là.
Peut-être en guise de contexte, pourquoi on s'est intéressé à l'innovation dans nos 2 musées? Premièrement, parce que ça nous semble être une nécessité. On le sait, les musées, en fait, évoluent dans un contexte qui est assez particulier présentement. L'offre qui nous entoure, l'offre culturelle, de divertissement, l'offre touristique est de plus en plus foisonnante. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est que notre visiteur est devenu de plus en plus branché, de plus en plus exigeant. Maintenant, on a des visiteurs qui, quand ils viennent au musée, ils ont envie qu'on leur propose peut-être une expérience différente, que ce soit une expérience multisensorielle, immersive, technologique, pas seulement, évidemment, mais on a quand même un visiteur qui a évolué au fil des années. Bien sûr, on n'a plus à la nommer. On a tous vécu les conséquences de la pandémie, que ce soit au niveau de l'achalandage, du comportement des visiteurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se fait encore sentir malheureusement en 2023 dans peut-être pas la majorité, mais dans beaucoup de musées. Et finalement, l'évolution du rôle des musées, en fait, au fil des années, les musées se sont transformés eux aussi. On le sait aujourd'hui, les musées sont plus seulement des lieux où on se positionne comme des détenteurs et des passeurs de savoir. On est davantage des lieux qui veulent jouer leur rôle social, qui veulent rester branchés, connectés à leur communauté. Donc tout ça, ça fait en sorte, en fait, qu'on s'est dit, ben l'innovation, c'est important, c'est non seulement important, mais c'est une nécessité pour rester au diapason de notre époque puis demeurer pertinent finalement dans le paysage culturel actuel. Donc, qu'est-ce que c'est l'incubateur d'innovation muséale? Je pense que c'est bien de le dire parce que le concept, disons, plus courant d'un incubateur, ce qu'on entend plus souvent, c'est un incubateur de start-up. Ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Nous, dans les 2 musées, en fait, on a pris une approche un peu différente. C'est un incubateur interne, c'est-à-dire qu'on incube des projets à l'interne. Bien sûr, on va voir des start-up, on travaille avec des nouveaux partenaires, des compagnies aussi bien établies, mais c'est avant tout un projet interne. Ce qui est unique, Pierre l'a mentionné en introduction, c'est que pour la première fois, 2 musées se sont associés dans le cadre d'un incubateur, puis qui plus est, un musée de civilisation puis un musée de beaux-arts. Donc ça, c'est quand même assez unique. L'incubateur, il nous sert avant tout comme outil de développement. Ce qu'on veut faire avec notre incubateur, c'est s'en servir pour propulser l'innovation au sein de nos équipes, puis en fait se positionner davantage comme des musées innovants. L'autre chose qui est fantastique, c'est que c'est un espace absolument incroyable d'exploration et d'expérimentation. Moi, ça va faire 10 ans que je suis au MNBAC cette année, puis je peux vous le dire, on n'a jamais eu une opportunité comme celle-là au musée. Non seulement on se donne la permission dans l'incubateur d'explorer des choses qu'on n'aurait jamais eu le temps ou peut-être même parfois le courage de faire dans le cadre de nos activités quotidiennes. On se donne l'opportunité d'aller explorer, mais on a aussi les moyens financiers de le faire. Donc ça, c'est quand même assez unique également. Dans les objectifs de l'incubateur, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, ceux dont on voulait vous parler, bien sûr, on parle d'innovation. Donc, une des choses qu'on veut faire, c'est un peu de transcender les codes de la muséologie, si on veut, puis de valoriser une muséologie qui est davantage inédite. Puis, on veut se positionner, bien sûr, l'incubateur, c'est aussi un outil de positionnement. On sait que les musées ont une aura, une réputation un peu poussiéreuse auprès de la population. Donc, nous permettent aussi de se positionner comme chef de file, puis comme vecteur de changement dans notre milieu. Et de quelle façon on fait ça? Là, j'arrive dans le vif du sujet. On fait ça avec des projets, bien sûr, dont on va vous parler aujourd'hui. On fait ça aussi à l'aide de la co-création. On va vous en reparler un petit peu plus loin, mais c'est important aussi quand on innove. En tout cas, nous, on a trouvé, vous nous direz si c'est des choses que vous vivez aussi dans vos institutions, de changer les processus. Donc, on est allé vers davantage de collaboration. Donc, on a développé la co-création, le design thinking dans le cadre de nos processus. Et on fait aussi de la formation. Ça fait aussi partie des bases de l'innovation pour nous. Si on fait une photo de l'incubateur aujourd'hui, avant de rentrer dans les projets en soi, on verrait en fait qu'on a plus de 80 employés dans nos 2 musées qui sont activement impliqués dans l'incubateur. Donc, c'est pas rien parce qu'évidemment, c'est en plus du quotidien, ce qu'on fait dans l'incubateur. Donc, c'est quand même une participation qui est importante de la part des employés. On a 15 projets en cours présentement et on a aussi un beau réseau de partenaires qui est venu se greffer à nous grâce à l'incubateur
l'incubateur. On a un beau réseau de partenaires, environ 15 nouveaux partenaires au niveau technologique, culturel, communautaire, universitaire de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'incubateur, on est allé chercher des partenaires qui étaient un petit peu, je dirais pas hors de notre portée, mais hors de notre réseau habituel de partenaires. Donc ça, c'est super intéressant également. L'incubateur, c'est un projet qui a débuté en 2020. Je vous dirais qu'on l'a débuté tout doucement parce qu'on l'a débuté au début de la pandémie. Hein? Je vois Anna-Laura qui fait tout doucement. Qu'est-ce qu'on a fait durant cette première année-là où on était déjà submergé par tout ce qui se passait en fait autour de nous? On est allé poser les bases de ce qu'on considérait être une culture de l'innovation. Donc, on est allé chercher des nouveaux outils. On s'est doté mutuellement d'une stratégie d'innovation. C'est important aussi pour savoir où on s'en va. On a fait de la formation, puis comme je vous le disais tout à l'heure, on a commencé à implanter tranquillement la co-création et le design thinking. Ensuite, ce qu'on a fait pour favoriser la collaboration entre les deux musées, parce qu'on sait, hein, collaborer entre équipes à même une seule institution, c'est parfois difficile, mais dans deux institutions différentes, ça se complexifie davantage. Donc, on a instauré ce qu'on a appelé des communautés de pratique. Donc, pour la première fois, les employés de nos deux musées se sont réunis et ils ont discuté autour de différentes thématiques. Ils ont échangé sur la façon dont ça fonctionnait dans leur musée. Ils ont fait de la veille stratégique, ils sont allés s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Et ensuite de ça, ils ont fait de l'idéation. Ils sont arrivés avec des idées de projets qu'on a sélectionnées. Et c'est cette année qu'on entre en phase de réalisation de l'ensemble de ces projets-là. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui parce qu'on peut enfin commencer à en parler. Donc, on est très, très content de ça. En terminant, de mon côté, avant de laisser la parole à Karen pour qu'elle commence à vous présenter les projets, simplement vous mentionner qu'on travaille autour de 3 axes principaux dans l'incubateur. Ces 3 axes qui sont bien sûr liés à notre mission, à nos activités. Donc, on travaille autour de la mise en valeur des collections et la muséographie, également la médiation et l'expérience du visiteur et finalement le numérique. Donc, tous nos projets tournent autour de ces 3 axes-là. Peut-être le reculer, juste un. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va mettre l'accent davantage sur les projets qui sont numériques, étant donné que c'est le thème de la journée. On le voit de plus en plus dans les musées, dans nos institutions. Le visiteur est de moins en moins passif, réceptif, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a la possibilité maintenant de faire une rétroaction. Il peut même parfois être partie prenante de son expérience. Il y a de toutes sortes de nouvelles façons de concevoir aussi des expériences muséales. Les outils technologiques sont de plus en plus nombreux et puis sont adaptés puis sont maintenant à notre disposition aussi. Donc, il y a un grand potentiel pour le visiteur qui va vivre une expérience plus enrichie, plus personnalisée. Mais il y a aussi un potentiel quand même pour les équipes qui vont relever des défis, apprendre de nouvelles compétences. Donc, ça devient très stimulant à ce niveau-là. Donc, pour nos projets, le projet qui est issu justement de la communauté de pratique du numérique et le chatbot. Donc, c'est un projet qui est commun, le chatbot ou l'agent conversationnel, c'est la même chose. C'est un projet qui est commun à nos deux institutions, mais étant donné que nos besoins étaient quand même différents, on a décidé d'y aller avec non pas une, mais 2 expérimentations. Donc, c'est un projet qui est commun, mais qui est complémentaire dans ce cas-ci. Dans tous les cas, les équipes doivent s'engager à partager quand même l'avancement de leurs travaux, partager les bons coups, les moins bons coups, parce que quand on partage des moins bons coups aussi, on évite des écueils à d'autres qui pourraient passer par le même chemin que nous par la suite, mais aussi partager toutes sortes d'informations qui sont pertinentes par rapport au projet, que ce soit des veilles technologiques qui parfois peuvent prendre beaucoup de temps à faire, soit des rencontres aussi qu'on peut faire, donc on partage aussi ce genre de rencontres-là, et puis ou des mêmes des collaborations, même avec des entreprises qui sont à l'externe à ce moment-là. Donc, pour le Musée de la civilisation, notre chatbot s'est décliné en 3 phases. Donc, c'est un agent conversationnel de médiation éducative que nous avons développé dans le cadre des activités pédagogiques de notre laboratoire de littératie numérique, le MLab Créaforme. Donc, nous, ce que nous avons fait, l'équipe, c'est que tout d'abord, on a, rencontré des gens, exploré les possibilités, mais finalement, pour cette phase-là, nous sommes allés avec l'équipe à l'interne, puis appuyé avec l'outil de BotPress. Et pour le tester, nous avons ressuscité Civilius, qui est un robot qui est au musée depuis le tout début. Donc, on lui a remis un cœur.
Et grâce à lui, ça a été possible de vivre les premiers balbutiements du chatbot au sein des équipes. Donc, on était très contents. On était très contents aussi que ça fonctionne bien. Les résultats étaient quand même assez concluants pour nous encourager à passer en phase 2 à ce moment-là. Donc, on a poussé un peu plus loin la note. On a réalisé un deuxième agent conversationnel de médiation éducative, mais cette fois-ci dans le cadre de l'exposition René Lévesque, qui est un personnage important de l'histoire du Québec. On l'a poussé un petit peu plus loin sous une forme d'une application cette fois-ci, avec le code QR qu'on peut voir en haut. Ce qui était différent aussi par rapport à cette phase-là, cette version-là, c'est qu'on lui a donné une saveur particulière, une personnalité particulière aussi. On visait précisément une clientèle qui était plus pour les adolescents. Donc, ça a influencé tout au long de notre processus les informations qu'on souhaitait intégrer, la façon dont il allait s'exprimer, le type de langage aussi qu'il allait utiliser. Donc, dès le départ, on lui a donné cette saveur-là à ce niveau-là. Et ça a été aussi très, très populaire quand même parce que ce code barre, on l'avait distribué un peu partout au musée dans le cadre de l'exposition, soit sur les portes des cabinets de toilettes, sur les tables du café. Et avant qu'on publicise l'existence de cet outil, ben, il avait déjà été scanné à de nombreuses reprises. C'était vraiment une surprise au sein de l'équipe. Et on était très contents. Oui, c'était vraiment un plus pour ce projet-là. Ce que ça nous a permis de constater, par exemple, aussi, c'est que c'est quand même très long de faire un chatbot. Puis ça peut être aussi énergivore pour les équipes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. On le savait un peu en version 1. En version 2, on l'a vraiment constaté, l'ampleur que ça pouvait demander. Donc, si on passe en phase 3, bien, en fait, la phase 3, c'est la phase dans laquelle nous sommes présentement. Je dirais qu'en ce moment, on est dans une période de questionnement. On sait qu'on va aller de l'avant avec ça, mais on a pris un pas de recul pour revoir un peu les possibilités de tout ça. On se fait accompagner en ce moment par Baseline, qui est une compagnie de Québec spécialisée en intelligence artificielle. Donc, on veut encore faire de l'idéation d'un prototype d'agent conversationnel, mais peut-être plus axé sur l'exploitation du langage naturel. Donc, ça demande un peu plus de notions de notre côté. Il faut pousser un peu plus parce que de notre côté, à ce stade-ci, en version 2, on n'avait pas de besoin spécifique pour ça. Donc, pour nous, le besoin était de prolonger, d'aller plus loin, d'aller voir d'autres possibilités. Donc, voilà. Mais c'est pas terminé, c'est ce que je l'ai mentionné, on n'arrête pas la recherche du chatbot, mais quand même, à ce moment, on veut se positionner de façon différente. Je vais vous parler aussi de l'agent conversationnel qu'on a développé au Women Back. Donc, comme Karen le disait, on a pris 2 approches différentes. On avait des besoins, des ressources différentes aussi à investir dans le projet. Donc, de notre côté, comme on est un musée d'art, on a voulu élaborer un agent conversationnel pour aider les visiteurs à entrer en contact avec l'art de la façon qui leur convient le mieux. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Avant de commencer ou d'établir la vision pour notre agent conversationnel, on s'est demandé à quels besoins il pourrait répondre. On le sait, hein, c'est hyper important que tout projet, pas seulement les projets d'innovation, mais les projets en général, répondent à des besoins spécifiques. Donc, on a fait un exercice super intéressant que je vous encourage à faire d'ailleurs si vous travaillez dans un musée ou une institution culturelle. On a fait un exercice de filature dans le musée, c'est-à-dire qu'on est allé suivre discrètement nos visiteurs, on les a observés, quels étaient leurs comportements dans le complexe muséal. On est allé en salle voir comment ils se comportaient aussi. On leur a posé des questions également. Et à partir de ça, on en est arrivé à 4 besoins auxquels notre agent conversationnel pourrait répondre. Le premier, en fait, c'est un besoin j'allais dire géolocalisation, mais comment j'ai appelé ça? D'orientation physique. Au Women Back, c'est un grand complexe muséal. On a 4 pavillons et très honnêtement, les gens sont constamment perdus, là. Ils arrivent dans une salle complètement par hasard et ça, c'est important de l'adresser parce qu'en fait, ça a un impact sur leur expérience de visite globale. Donc ça, c'est le premier besoin qu'on a identifié. L'autre chose, en fait, c'est que les visiteurs ont de la difficulté à trouver ce qui aurait le potentiel de les intéresser à travers l'entièreté de notre offre. Hein. Je vous l'ai dit, on a 4 pavillons, puis pour la majorité des gens, art ancien, art contemporain, art actuel, ça veut pas dire grand-chose. Donc, on s'est dit, on doit trouver un moyen, quand le visiteur arrive, de lui proposer quelque chose et qu'il se dise « Ah oui, c'est ça que j'ai envie d'aller voir ». Ensuite de ça,
On sait il y a beaucoup d'idées préconçues envers les musées, puis j'ai l'impression davantage même envers les musées d'art. Les musées d'art sont un peu intimidants pour beaucoup de gens. En fait, les gens se disent, ouais, pour aller dans un musée d'art, il faut connaître l'art, il faut avoir des notions de base, il faut être capable de comprendre. Donc, l'idée aussi, c'est de leur donner des outils pour être capable d'appréhender une œuvre d'art à leur façon, qu'ils aient du plaisir à le faire, puis qu'ils ressortent un peu plus, on va dire, grandis de leur visite, si on veut. La dernière chose, c'est qu'il y a rarement des employés en salle d'exposition pour répondre aux questions des visiteurs sur les œuvres d'art et ils en ont souvent. Donc, souvent, la seule chose auquel ils ont accès, c'est les cartels d'exposition. Donc, on s'est dit comment on pourrait aussi développer un outil qui leur permettrait d'en savoir plus puis de poser leurs questions de façon personnalisée. Donc, la vision, finalement, pour notre agent conversationnel, elle est assez simple. Elle s'appelle Alice pour le moment. Imaginez Alice comme étant votre amie au musée. Donc, vous arrivez au musée, vous la sortez de votre poche, elle est dans votre téléphone et elle vous demande qu'est-ce que vous avez envie de voir aujourd'hui. Elle vous propose des choix de façon visuelle. Ensuite de ça, elle vous accompagne pas à pas vers la salle d'exposition. Et une fois en salle d'exposition, elle vous offre le choix, soit de faire la visite à votre gré, puis de lui poser les questions quand vous en avez, ou elle peut vous proposer également un parcours davantage dirigé. Quand vous quittez, Alice ne vous oublie pas, en bonne amie qu'elle est, elle vous garde en mémoire et quand vous revenez au musée, vous reprenez la conversation avec elle là où vous l'aviez laissée. Donc ça, c'est la vision long terme pour Alice. On a, nous, développé ou plutôt pensé notre projet en grande phase. Puis, on l'appelle communément la phase cupcake, gâteau de fête puis gâteau d'anniversaire. Hein, on y va de façon incrémentale. Et là, on est vraiment dans la phase cupcake du projet. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on a développé le dialogue avec le visiteur autour d'une œuvre seulement. Ça veut dire qu'on a utilisé quand même la reconnaissance naturelle du langage, un petit peu d'intelligence artificielle. On a fait affaire avec MoveAI, qui est une start-up en intelligence artificielle à Québec. Donc, Alice est capable de comprendre vos questions parce qu'on peut s'adresser à elle autant oralement qu'à l'écrit. Et elle est assez intelligente pour capter, en fait, des mots-clés dans vos questions puis aller chercher la réponse appropriée parmi toutes les réponses qu'on lui a dictées. Elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même pas si mal pour une preuve de concept. Sinon, on a quand même fait une preuve de concept pour la géolocalisation, mais ça, je vous en reparlerai pas aujourd'hui là, par souci de temps. Donc, la première œuvre qu'on a choisie pour notre preuve de concept, c'est cette installation en art contemporain, en fait, qui s'appelle Perdu dans la nature, qui est une installation du collectif d'artistes BGL. Donc, je vais vous inviter, vous allez rencontrer Alice. On a tourné une petite vidéo maison rapidement pour vous avant de venir au système. C'était simplement pour vous donner une idée, en fait, du genre de questions que les visiteurs lui ont posées et du type de réponse aussi qu'Alice leur donne. Donc, voici pour le petit prototype. Qui dit prototype dit test. Hein? C'est important aussi dans le développement du projet, tout de suite d'aller en test rapide. Ce qui est le fun avec les tests, en fait, c'est qu'on teste pas seulement les fonctionnalités de notre chatbot ou de notre agent conversationnel, on va tester la désirabilité. On peut avoir le meilleur outil possible si, en fait, les visiteurs n'y trouvent pas d'utilité ou d'intérêt. Ça va rester un outil qui ne sera pas utilisé. Donc, tout de suite, on est allé en test. On a bien sûr fait appel à nos membres parce que nos membres, ils sont toujours partants pour venir essayer plein de choses au musée. Donc, sur 80 membres, on a été surprise vraiment, ça je dois le dire, de leur réaction parce qu'Alice n'est pas parfaite. Je veux dire qu'elle a un petit peu de difficulté avec l'accent québécois. Donc,
On a découvert ça. Et il y a quand même 8 membres sur 10 qui nous ont dit qu'ils auraient aimé faire l'expérience avec d'autres œuvres et 9 personnes sur 10 qui considéraient avoir appris quelque chose. Dans les autres commentaires qu'ils nous ont donnés concernant le dispositif, puis je voulais vous les partager parce que souvent on se demande, est-ce que ce type de dispositif-là, les gens sont vraiment intéressés à l'avoir? Puis on a découvert des choses quand même avec leurs commentaires, donc ça, c'était super intéressant. La première chose, c'est que les gens nous ont dit on a passé plus de temps avec ou devant l'œuvre qu'on l'aurait fait sans Alice, sans l'accompagnement. L'autre chose, ils nous ont dit on n'était pas gênés de poser nos questions à Alice. Souvent, quand on est en visite guidée, quand on est devant un groupe, on est avec un guide, on est un peu intimidés, on n'a pas envie de poser nos questions. Donc, ils nous ont dit avec Alice, on ressentait pas ça. L'autre chose, c'est qu'ils étaient capables d'aller poser vraiment des questions qui correspondaient à leurs intérêts. Puis, il y a eu plein de questions farfelues. Là. Nous, on a accès, c'est anonymisé, mais on a accès quand même à la banque de questions. Et l'autre chose, c'est qu'ils nous ont dit, moi, cette œuvre-là, ça fait 10 fois, 20 fois que je viens au musée, elle m'a jamais rien dit. J'ai jamais compris pourquoi c'était installé là. Puis là, tout à coup, j'ai créé une connexion avec l'œuvre. C'est venu susciter de l'intérêt pour une œuvre pour laquelle j'avais aucune connexion à l'origine. Donc ça a été super intéressant. Tout ça pour dire que notre test a été concluant. On parlait d'agilité tantôt quand je vous montrais nos 3 phases. Donc, on a décidé à la lumière de ça, on va poursuivre le développement d'Alice, puis on va cheminer tranquillement vers notre gâteau de fête. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va développer d'autres œuvres, dialogue avec d'autres œuvres, on va instaurer des parcours, puis on va mêler la géolocalisation aussi, on va venir incorporer la géolocalisation. Donc, Alice va commencer à être capable de diriger le visiteur vers certaines salles d'exposition et certaines œuvres. À l'incubateur, en fait, comme dans nos musées aussi, notre posture est vraiment axée sur l'expérience du visiteur. Donc, il y a toutes sortes de technologies, de numériques qui servent, oui, ils nous servent beaucoup à appuyer puis à générer des possibilités, mais ça doit toujours demeurer, je dirais, un moyen. Ce n'est jamais une fin en soi. On se demande toujours au début qu'est-ce qu'on vise comme expérience, qu'est-ce qu'on souhaite que le visiteur voit, vive, sente. Puis seulement après ça, on va se questionner sur les moyens, analyser les moyens qu'on pourrait utiliser pour atteindre nos objectifs. Donc parfois, oui, le technologique, le numérique, ça peut être approprié, parfois pas du tout. Donc c'est important de se poser la question pour faire avancer le projet, mais dans le bon sens. Quand c'est approprié, ben là, ça peut donner des résultats quand même très fantastiques. Je vais vous donner un exemple, mais je vous le répète, je dirais c'est vraiment important que le propos garde toujours toute la place dans le développement d'un projet. Donc, je vous donne un exemple. En 2021, on a décidé d'aller de l'avant avec l'exploitation d'un moteur de jeux vidéo, un game engine. C'est selon au Musée de la Civilisation. C'est un projet qui se développe en ce moment au Musée de la Civilisation, mais les équipes quand même s'engagent à partager les acquis au fil du projet, étant donné que ce qui se passe en ce moment au Musée de la Civilisation pourrait éventuellement servir au Musée national des beaux-arts et vice-versa. Donc, la même dynamique demeure au sein des équipes. C'est quoi? D'abord, un Game Engine, en fait, c'est un logiciel qui est assez complexe, donc je ne vous décrirai pas tous les détails techniques ici aujourd'hui, mais bref, c'est un simulateur qui calcule en temps réel, qui reproduit les caractéristiques dans le cas d'un jeu vidéo. À ce moment-là, ça pourrait reproduire les caractéristiques d'un monde imaginaire dans lequel l'action pourrait prendre place. Donc, l'équipe, très tôt, quand on s'est assis au début, quand on s'est rencontrés au début, ils se sont dit, pour eux, c'était évident. Ils disaient, ça existe dans le monde des jeux vidéo, ça existe maintenant au cinéma aussi. Sur les images, on voit justement le plateau du tournage de The Mandalorian. Donc, pour eux, ils se disaient, il doit y avoir des possibilités pour nous. C'est comme ça qu'il y a eu comme l'étincelle de départ, je dirais. Pour faire une courte parenthèse, quand même, je dirais qu'au Musée de la Civilisation, on a la chance d'avoir un département, une équipe de technologie et de numérique avec des collègues très passionnés et curieux. Donc, on a beaucoup de collègues qui sont toujours à l'affût de ce genre de technologie-là. Donc, c'était facile pour eux de vouloir aller explorer en ce sens. Le terreau était quand même très fertile pour nous d'aller explorer ce genre de projet, mais on va rester quand même honnête. Il y en avait qui étaient plus au courant de ce qui se faisait, mais on partait quand même, je dirais, quand même de zéro par rapport à tout ça. C'était comme pour nous apprendre une nouvelle langue, je dirais.
Il fallait rencontrer les gens qui parlaient cette langue-là. Il fallait aussi qu'eux nous expliquent en quoi ça consistait, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce que ça implique, quelles seraient nos priorités, quel coût aussi ça comporte, étant donné qu'on savait que c'était probablement très dispendieux. On n'avait pas de données à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, il a fallu apprendre cette nouvelle langue pour ensuite pouvoir se lancer dans le Game Engine. Donc, pourquoi ça nous a inspiré? Au niveau de l'équipe, ça nous a permis un peu d'aller explorer la ligne, amincir, je dirais, la ligne entre le réel et le virtuel, quelque chose qui nous inspirait beaucoup. La possibilité aussi de pouvoir travailler en temps réel. Donc, pour le visiteur, c'est intéressant, mais pour les équipes aussi, ça devient très intéressant quand on conçoit un projet. Et aussi la liberté que ça pouvait offrir à un visiteur qui pourrait aussi évoluer dans le cadre d'une exposition, par exemple, à plusieurs usagers en même temps. Donc, c'est ce qui nous a permis d'aller de l'avant avec ça. On peut peut-être changer la première version, suite à nos nombreux tests, pourra se déployer dans le cadre de l'exposition permanente, le renouvellement de l'exposition permanente qui ouvrira ses portes à l'automne. Donc, c'est une grande fresque panoramique des paysages du Québec. Ça nous permet, qui sera en salle, on peut voir ici une esquisse. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il pourra, avec les équipes, jouer avec la température rapidement et changer de l'intérieur. On pourrait, par exemple, mettre la même température à l'intérieur de la pièce qui est le temps qu'il fait à l'extérieur. Donc, ça peut, au Québec, nos quatre saisons sont très, très bien coupées, très bien définies. Donc, ça offre des possibilités. On peut jouer avec le logiciel avec ça à ce niveau-là. Donc, le projet avance bien, les tests sont concluants. L'idée fait son chemin au sein des équipes, à tel point que d'autres projets veulent de plus en plus réfléchir avec cette idée-là à différents niveaux. C'est pas tout le monde qui va l'intégrer complètement, mais c'est le cas, entre autres, du projet EPOP, le parcours sonore immersif, qui est un autre projet qui va être dévoilé cet automne. Pour eux, l'élément de départ, c'était le son. Donc, c'était vraiment il se disait, ici, on avait un outil numérique qui pouvait nous permettre d'avoir une qualité de son immaculée, inégalable. Donc, ça, c'était l'idée de départ, mais avec la notion et l'information qu'on avait depuis les derniers mois qui circulait, c'est devenu, et si l'expérience au complet pouvait passer entièrement par le son, ce qu'on n'aurait pas pensé au début du projet. Donc, c'était de vraiment créer une identité sonore, et là, on pouvait avoir une cartographie aussi selon l'expérience narrative souhaitée. Donc, produire un univers sonore puis qui est adapté à l'exposition. Donc, puis pris directement au début du projet, ben ça faisait plus intégré. À ce moment-là, on pouvait faire évoluer tout ça ensemble sans dénaturer le projet, du début. Donc, c'est sûr qu'il y a des défis associés à tout ça, on vous le cachera pas. C'est beaucoup de travail pour l'équipe de travail, pour le chargé de projet, pour toute la sensibilité artistique autour du projet que l'on veut développer, les intentions de communication qu'on souhaite aussi évoquer avec ce genre de projet-là. Donc, maintenant, il faut allier avec ça les savoirs techniques. Donc, c'est un travail intéressant, difficile, mais vraiment très intéressant. J'ai parlé des défis. Il y a aussi des risques, bien entendu. Le défi de travailler avec une nouvelle technologie, ça oblige à réfléchir beaucoup, à travailler beaucoup par itération, par petits pas, un pas à la fois pour justement assimiler tout ça et toujours bien garder l'axe. Il faut faire beaucoup de prototypage. Mais de notre côté, pour l'instant, de la façon dont on fonctionne, ça fonctionne bien, c'est concluant et le projet progresse. Donc, à tel point que même l'équipe voulait encore pousser, là c'est une troisième phase, pousser plus loin encore l'expérience du son, la stratégie sonore, avec toujours la même stratégie sonore qu'on avait au début. Donc, ils se sont questionnés en lien avec les expériences sonores en exposition. Ils disent parfois ça pose des défis, soit que ça manque de fluidité si on a un dispositif, mais en même temps, si le son est libre en salle, ça peut créer une espèce de cacophonie, une contamination sonore. Donc, ils se sont reposé la question en se disant, s'il existait un dispositif qui pourrait pousser l'expérience de son, là, pour que ce soit le son qui fasse circuler le visiteur. Donc, en ce moment, ils sont en test. Ils ont fait beaucoup de tests. Les tests sont quand même, les résultats sont très intéressants. Ils ont réussi à obtenir une clarté du son qui est très intéressante.
amplifier les changements d'ambiance aussi, étant donné qu'on est dans le cadre d'une exposition sur le hip-hop. Il y a des jeux avec le son qui peuvent vraiment, vraiment favoriser l'expérience ou parfois aussi des transitions qui sont plus en douceur. Donc, l'équipe de base, le noyau principal, sur lequel s'est greffé des collaborateurs au fil du projet. Certains ne sont plus là, mais certains ont continué l'aventure avec l'équipe pour pouvoir pousser l'expérience encore plus loin. Donc, ça avance bien. Ce sera à l'automne. Donc, si vous voulez voir si on réussit le casque, parce qu'en fait, il s'est passé la même chose. Ils ont fait la même itération que les autres projets. Ils ont rencontré des gens, ils ont fait des veilles, ils ont testé des dispositifs. Et suite à cette étape-là, ils se sont dit, et si on essayait de proposer quelque chose qui serait vraiment plus adapté que nous? Donc, ils ont fait une preuve de concept qui a été acceptée, dans le cadre aussi que ce projet-là pouvait être, oui, efficace pour l'exposition hip-hop, mais que ça pouvait aussi se déployer dans d'autres projets plus tard, qui pourraient être réutilisés et récupérés. Donc, il y a un intérêt au niveau de l'équipe, mais peu à peu, le SAG, comme on l'appelle en ce moment, parce qu'il n'a pas de vrai nom présentement, crée beaucoup d'enthousiasme chez d'autres équipes aussi. Donc, je pense que ce qui est intéressant aussi à marquer avec le projet du Game Engine, dans le cadre du musée, en tout cas, il y a toute l'évolution et le cheminement de la technologie du projet, mais il y a aussi tout le savoir-faire des équipes qui se sont développées au sein de ça. Je pense que c'est vraiment très important de le mentionner. De mon côté, je vais vous parler d'un autre projet, en fait, qui est développé dans l'incubateur. C'est un projet de recherche sur les valences émotionnelles. Donc, je vous mentionnais en introduction que le Musée national des beaux-arts du Québec avait pris un virage humain dans les dernières années. Dans ce contexte-là, on s'est demandé, en fait, est-ce qu'il serait possible de mesurer l'émotion que les visiteurs ressentent devant nos œuvres d'art? Donc, c'est un projet qui est né et qui est mené en collaboration avec un laboratoire de recherche en psychologie cognitive à l'Université Laval à Québec. C'est un projet assez novateur. Ce qu'on souhaite faire, en fait, dans un premier temps, c'est... Ah oui, pardon, hein, moi je suis là devant mon... Merci. Trop de bidules à penser. Donc voilà, ce qu'on souhaite faire dans la première phase de ce projet-là, c'est oui, mesurer la valence, donc l'émotion qui est ressentie, mais on veut voir aussi, est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent, quand on fait une visite muséale, est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent l'émotion qu'on ressent devant une œuvre d'art? Donc on s'est demandé dans un premier temps, est-ce que le contexte de visionnement de l'œuvre, c'est-à-dire si je vais au musée voir l'œuvre d'art ou si je la regarde chez moi sur ma télé ou mon ordinateur, est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'émotion que le visiteur ressent? Est-ce que notre degré de familiarité puis d'expertise en lien avec les arts a un impact aussi sur l'émotion? On sait que plus on devient expert dans un sujet, plus on tend à intellectualiser le sujet. Donc, on veut voir est-ce qu'il y a un impact aussi sur l'émotion. Est-ce que la lecture du cartel nous influence? On sait que souvent, quand on lit le cartel, on comprend un petit peu mieux l'œuvre, le contexte, etc. Mais est-ce que ça a un impact sur l'émotion? Et finalement, est-ce que l'ordre de présentation des œuvres dans lesquelles on les visionne a un impact aussi toujours sur l'émotion. On a eu 100 participants à ce projet de recherche-là pour la phase 1. On avait un parcours de 18 œuvres dans les salles des collections. Et l'Université Laval, le laboratoire de recherche, a développé une application qui nous permettait non seulement de guider le visiteur d'une œuvre à l'autre, mais aussi de récolter les données. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemblait. Dans le cadre du projet de recherche, on mesure deux choses. On a des données subjectives et des données objectives, si on veut. Les données subjectives, c'est simplement demander aux visiteurs qu'est-ce que vous ressentez devant l'œuvre d'art. Donc, sur l'application, il voit un petit peu ce que vous voyez ici, c'est-à-dire à gauche, la roue des émotions. Il indique son émotion principale. Et à droite, on lui demande en fait le degré de stimulation qu'il ressentait devant l'œuvre et est-ce qu'il considère que l'émotion qui a été ressentie était davantage agréable ou désagréable plutôt. Ça, c'est la mesure subjective. On est allé aussi avec les mesures objectives. Les mesures objectives, c'est la biométrie. Donc, on est allé chercher, vous l'avez vu un petit peu dans la vidéo, on donnait à notre participant
équipant des lunettes de culométrie. Donc, on mesure le mouvement des yeux, on mesure aussi les fréquences cardiaques, et on leur demande d'enregistrer leurs impressions parce qu'éventuellement, on va vouloir analyser les inflexions de la voix également. Puis, ce qu'on souhaite faire, c'est un peu de croiser les mesures subjectives avec les mesures objectives, puis voir est-ce que l'émotion qui est identifiée par le visiteur, c'est vraiment ça qui a été enregistré au niveau physiologique. Puis pour faire ça, on s'appuie bien sûr sur tout ce qui est recherche dans le domaine psychologie et émotion. Quand on parle de ce projet-là, la première question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous avez choisi les œuvres qui se retrouvent dans votre parcours. Là, c'est sûr que c'était une phase 1. Il va y avoir d'autres œuvres qui vont s'ajouter par la suite. Mais dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé avec des œuvres qui, à notre sens, avaient le potentiel d'évoquer une émotion chez le visiteur. Donc, on est allé avec 18 œuvres, comme je vous le disais tout à l'heure. La première chose, on a pris des œuvres qui utilisaient des matériaux du quotidien, dans lesquels se retrouvaient des matériaux du quotidien. Vous avez un exemple ici avec l'œuvre de François Houdet dans laquelle il y a du verre, du vitrail, du bois. Il y a même 2 cartes de tarot dans l'œuvre. Donc ça, on s'est dit, ça a le pouvoir probablement d'éliciter des souvenirs liés à certains lieux comme la maison, l'école, l'église, etc. On est allé aussi avec des objets des œuvres qui représentaient des objets du quotidien. Donc ici, une théière, c'est un objet qui est très familier. Il est en faïence de Léopold Foulem. Et c'est un objet, en fait, dans la façon dont il est représenté, qui est devenu très poétique. Donc, c'est un peu un usage détourné, si on veut, d'un objet du quotidien. Donc, on s'est dit que ça, c'était intéressant également. On est allé avec des œuvres dans lesquelles il y avait des thématiques universelles. Donc, ici, vous avez une œuvre d'art inuit de Manassiek Paliapik dans laquelle on peut voir beaucoup de douleurs, etc. Donc, des thématiques telles que également la famille, la nature, l'identité, le cycle de vie, etc. Et finalement, on est allé également avec des œuvres dont la gestuelle, les couleurs avaient le pouvoir ou le potentiel de provoquer des émotions, comme c'est le cas ici avec une œuvre très impressionnante, ceci dit, quand on la voit en vrai au musée, donc Kanata de Marcel Ferron. Je ne peux pas vous dévoiler les résultats de cette étude-là aujourd'hui. De un, on n'a pas le temps. De deux, on n'est pas rendu là. C'est-à-dire que le laboratoire de recherche est encore en train d'analyser toutes les données compilées durant l'année. Donc, c'est un travail immense de recherche et d'analyse. Par contre, j'avais envie quand même de vous dévoiler deux conclusions préliminaires qu'on a pu voir. Je dévoile ça en primaire parce que personne ne le sait, même pas les employés du musée. Donc, ils vont peut-être le découvrir en écoutant la conférence bientôt. La première chose, en fait, qu'on a découvert, c'est qu'il y a des œuvres qui provoquent une émotion dominante. Donc ça, on s'était posé cette question-là. Est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce qu'il va y avoir pour certaines œuvres une émotion principale ressentie par la majorité, on va dire, ou par beaucoup de participants? Et on voit que oui, en fait, ça existe. Donc, on a un exemple ici avec une autre œuvre d'art inuit de Manassiek Paliapik toujours, qui, celle-ci, provoque la fascination chez la majorité des personnes qui ont regardé l'œuvre. Quand on regarde la série de photographies à droite de Nicole Jolicoeur, c'est une série de photographies qui provoque principalement la peur. Je pense que vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est quand même une œuvre assez puissante. Et contrairement à ça, on a aussi des œuvres qui génèrent des émotions contradictoires. Donc ça, c'était contradictoire ou opposé. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Opposé. Merci. Donc, on le voit, c'est des émotions qui peuvent facilement cohabiter, mais c'est intéressant quand même comme données. Donc, on voit ici à gauche Tornade de Ewan Patterson qui évoque à la fois la fascination et la peur. Donc, on peut concevoir quand même comment ces deux émotions-là humainement peuvent cohabiter. Et à droite, le triptyque de Stéphane Larue qui évoque à la fois l'ennui et la détente. Donc, voilà pour quelques résultats très, très, très préliminaires, mais je trouvais ça intéressant au moins de pouvoir vous donner quelques pistes à ce niveau-là. Pour terminer sur ce projet-là, pourquoi on s'intéresse en fait aux émotions au MNBAC, puis à quoi pourraient nous servir les résultats de cette étude-là? Moi, je vous dirais, sky is the limit. Là, on va en imaginer des formes d'application par la suite, mais dans un premier temps, en fait, c'est pour la documentation des collections. Imaginez, on n'a jamais eu ça dans l'histoire, cette donnée-là sur nos œuvres d'art. Quelles émotions sont provoquées par les œuvres d'art? C'est quand même fantastique et ça va être appuyé par
par la recherche scientifique. Donc ça, c'est quand même majeur. L'autre chose, c'est qu'on pourrait imaginer des parcours muséaux, des expositions thématiques qui seraient justement basées sur la fluctuation, l'intensité des émotions. Présentement, au Emmenbach, on a une exposition en cours de développement sur la nuit. Donc, c'est une exposition thématique à même les collections du musée et donc de plusieurs artistes. On pourrait imaginer, par exemple, une section où on a envie d'évoquer davantage la peur liée à la nuit, une section où on aura envie davantage d'évoquer, par exemple, le calme de la nuit. La nuit, c'est multifacette, on peut vivre toutes sortes de choses. Donc, c'est un autre exemple. Et finalement, ben, c'est sûr que ça pourrait être utile. Je pense que dans beaucoup de musées, nous, on a un programme art et mieux-être au musée qui est très actif. On travaille beaucoup avec des clientèles fragilisées. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une donnée super importante parce qu'on peut se servir de la donnée, des œuvres comme une médiation finalement avec ces clientèles-là qui ont des besoins particuliers, qui vivent des choses pas nécessairement toujours faciles. Donc, ce n'est que quelques exemples, mais ça vous donne une idée de ce qu'on pourrait faire avec ça. Je vais terminer sur les projets très, très rapidement parce que celui-ci, il n'est pas très avancé, mais je voulais vous en parler parce que moi, c'est un projet que je trouve particulièrement futuriste, en fait. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de développer un outil d'exposition, donc un outil de design d'exposition collaboratif en réalité virtuelle. Donc, imaginez un outil pour nos designers d'exposition et nos commissaires d'exposition. Ils mettent leur casque de réalité virtuelle, ils sont dans leur salle d'exposition virtuelle et ils travaillent ensemble à leur parcours. Ils sont aidés là-dedans d'un agent en intelligence artificielle qui, lui, scanne l'entièreté des 40 000 œuvres de la collection, chose qui est impossible à faire pour un commissaire. Et sur les critères qui sont établis par le commissaire et le designer d'exposition, leur propose en fait des œuvres et un parcours et eux, ils peuvent intervenir en temps réel sur les suggestions de l'agent d'intelligence artificielle. Et au fur et à mesure du travail avec cet agent-là, ces suggestions, ces recommandations s'affinent et deviennent de plus en plus intelligents, si vous voulez. On a une grosse brochette de chercheurs qui va travailler sur ce projet-là. Donc, c'est quelque chose, je pense, d'assez prometteur. Ça fait quand même un tour complet de nos projets numériques sur lesquels on souhaitait mettre l'accent avec vous aujourd'hui. Mais l'incubateur, c'est beaucoup plus que des projets numériques. On a aussi des projets en innovation sociale, dont 2 qui se penchent davantage sur les familles, les milieux défavorisés, les communautés ou les nouveaux arrivants. Et on a 8 projets, là, je vois pas bien, 8 projets qui visent à développer des nouvelles approches muséales, que ce soit sensorielles, philosophiques, émotionnelles, participatives, scénographiques, bref. On a tendance à croire que souvent l'innovation, c'est seulement ou c'est beaucoup numérique, mais c'est loin d'être le cas. Chez nous, il y a quand même beaucoup de projets numériques, mais quand même, une grande diversité de domaines d'innovation sont couverts avec l'incubateur et c'est ce qui fait que ça devient intéressant et on a l'engagement de tout le monde aussi, de nos équipes. Donc là, on va passer rapidement quand même. Au fil du temps, les muscles qu'on a développés, nos apprentissages, en fait, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, on ne développe pas un projet d'innovation comme on développe un projet régulier. On fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Donc, on doit les penser différemment aussi. Donc, au début, oui, c'est vrai, il y avait un peu on a rencontré des embûches, oui. Il y a eu de la résistance, mais au fil du temps, on a développé une certaine agilité. On s'est facilité aussi avec notre capacité de réaction. Il a fallu peu à peu apprendre et c'est devenu de plus en plus facile d'apprendre un peu d'être en déséquilibre, de pas savoir exactement ce qui s'en venait, mais de savoir, par exemple, que ça allait se préciser dans le temps. Que même si des fois on n'obtient pas le résultat souhaité au premier coup, mais on va quand même récupérer des apprentissages de ça qui vont nous aider à poursuivre l'évolution du projet. Un autre truc qu'on a réalisé, c'est que le courage institutionnel, c'est très important. On fait des choses nouvelles, on s'expose à la critique. Si la direction est derrière les équipes, si la direction a le courage d'innover comme ces équipes, ben c'est très facilitant pour les projets et pour les équipes aussi. Et finalement, l'intelligence collective, qui est un puissant outil au sein de nos institutions. Ils travaillent ensemble, ils développent, ils grandissent, on se nourrit. Donc, l'humain au centre de tout ça, à toutes les étapes du projet, demeure encore une super belle découverte qu'on a fait au sein de l'incubateur. Les projets sont faits pour les humains et ce sont eux qui les font aussi. Donc, ça fait
Là, je vais leur passer. Qu'est-ce qu'on y gagne, dans le fond? Donc, au début, on avait l'ambition de concevoir des projets innovants pour justement, je dirais, conserver notre positionnement, augmenter notre pouvoir attractif au niveau de nos clientèles et tout ça. Mais on a réalisé quand même qu'il s'était opéré une transformation dans nos équipes, dans nos institutions, graduelle, mais durable et de plus en plus au sein de toutes les équipes du musée. Donc, ça a changé nos processus, nos façons de collaborer à l'interne puis à l'externe. Ça a créé un impact super positif au sein des équipes. C'est très déstabilisant. Ça nous sort vraiment de nos baskets quand on se lance dans un projet dont on ne connaît pas la suite. Mais c'est vraiment très inspirant. Donc, la fierté que les équipes ont à participer dans ces projets-là est de plus en plus palpable, je dirais. Nos talents, ils peuvent développer leurs talents à travers leurs propres projets. Puis en plus, ils gagnent en compétences. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est très positif. Moi, je dirais qu'à ce stade-ci, dans l'incubateur, on a passé un cap, je dirais. Effectivement, en fait, Karen le mentionnait, Pierre aussi en introduction, on était là pour vous partager vraiment, c'était davantage un partage d'expérience parce qu'on sait pas tout, hein, on arrive, on a 3 ans derrière nous, puis on a vécu des choses, mais justement, on avait envie d'ouvrir la discussion avec vous, de voir est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on vous a partagé. Je vous parlais, je voyais des hochements de tête, je me dis ça doit résonner avec certaines personnes. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vivez des choses semblables? Avez-vous des questions ou des commentaires? On serait intéressé à vous entendre aussi puis à échanger avec vous. Alors, on va avoir 10 minutes pour échanger. Bonjour et un grand merci à vous pour votre présentation et pour ces idées qui viennent du Québec qui sont toujours aussi passionnantes et stimulantes. Moi, c'est vraiment une question parce que c'est vraiment très frustrant de ne pas avoir découvert vos autres projets. Est-ce que vous pourriez juste simplement les lister pour nous mettre en appétit? Oui, je vais enlever mon casque. Oui, en fait, je pourrais aller vous chercher vite comme ça. Attendez-moi un petit instant. Mais en fait, pendant qu'Annie cherche la diapo, en ce moment, on essaie de développer des projets en développement durable en ce moment, avec des équipes au niveau plus des opérations du musée. Devant. Plus proche? Proche. Plus proche. On a aussi un projet de recherche qui s'appelle Ricochet, qui traite aussi de l'innovation sociale. Donc, on accompagne des familles sur une longue période. On veut favoriser l'accès à la culture. On veut voir l'évolution que ça peut créer dans les familles. Donc, c'est un projet de recherche, mais qui est quand même basé sur plusieurs des activités qu'on fait au musée, mais qu'on fait aussi à l'extérieur des murs du musée, dans nos différents endroits, dans des parcs et tout ça. Donc, ça, c'est un autre projet, mais qui est plus en innovation sociale. Oui. Là, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai retrouvé ma liste. Parce qu'il y en a une quinzaine. Hein? Donc, il y a un projet également du côté du MCQ qui est au niveau de la personnalisation du parcours visiteur. Ah non, ça va. Au niveau de la personnalisation du parcours visiteur, en fait. Donc, on travaille aussi l'innovation en ce qui a trait à l'intelligence d'affaires. Ça, c'est un autre aspect intéressant. On a un chantier de réflexion aussi sur les NFT, là. Vous savez, les fameux NFT dont on parle tant. On est beaucoup approché, les musées, pour travailler avec les NFT et il y a personne qui a vraiment réfléchi, en fait, aux enjeux, aux possibilités. Qu'est-ce que ça mène au niveau éthique, etc. Il y a une belle réflexion à faire à ce niveau-là. Sinon, au niveau des approches également, je descends dans ma liste, on travaille présentement à l'élaboration d'une expérience olfactive avec le Chartier World Lab, qui est un laboratoire qui travaille la science des harmonies moléculaires à Barcelone. Donc, on travaille ça autour d'une œuvre phare de nos collections. On a un projet aussi qu'on appelle les Visitoff, qui est un projet de visite hors norme. On va inviter les visiteurs à découvrir les collections de nos 2 musées comme ils ne les ont jamais vues. Donc, on veut vraiment sortir de la visite traditionnelle, leur proposer un format beaucoup plus dynamique, etc., pour attirer aussi des nouvelles clientèles, les clientèles peut-être un petit peu plus jeunes également.
Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a développé une approche philosophique en médiation également. Donc, une nouvelle approche pour les guides dans le cadre des visites guidées. Comment on mène une visite guidée? Donc, avoir une approche qui est davantage centrée sur l'humain, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Si jamais vous voulez avoir l'éventail, je vous invite à communiquer avec nous. Karen et moi, ça nous ferait plaisir peut-être de vous envoyer un petit peu plus d'informations par courriel, là, avec grand plaisir. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question est sur la collaboration entre vos deux musées. Vous avez présenté des projets qui s'appliquent chacun à vos enjeux particuliers. Comment est-ce que vous continuez à travailler ensemble? Est-ce que vous avez des projets communs aussi? Oui, bien dans les trois, je vais enlever ça. Dans les trois axes, il y a au moins un projet sur lequel on doit partager nos expertises, nos talents, nos ressources et qui se déploie aussi dans les deux musées. Donc oui, on a des projets dans lesquels on est entièrement soudés à 50 et le reste du temps, bien, on développe des projets vis-à-vis de nos enjeux respectifs, mais de la même façon qu'on fait avec les projets qui sont 50-50, on partage toute l'information de façon très ouverte aussi. C'est ce qu'on a appris aussi au fil de l'incubateur. Au début, c'était un petit peu plus, on commençait un peu le projet, c'était moins fluide. Maintenant, on est vraiment en collaboration. Donc, même quand les projets ne se déploient pas dans les deux milieux, quand même l'équipe de l'autre musée sait les étapes, connaît les étapes du projet. Puis on peut aussi parfois faire appel à l'équipe d'un autre musée si pour notre projet, on aurait des besoins spécifiques. Oui, bonjour, merci beaucoup, ça donne plein d'idées. Moi, je voulais juste savoir, c'est une question RH, parce que vous nous parlez de 15 projets, etc. C'est pour se donner une idée de l'accompagnement qu'il y a derrière, du nombre de personnes, du nombre d'équipes dans vos musées respectifs. Du côté du Musée de la Civilisation, nous sommes 275. Oui. Au MNBAC, on est 175 employés, je vous dirais. Mais c'est sûr que on aurait eu tellement plus à vous dire. Puis un aspect important de RH au niveau de l'incubateur puis de l'innovation en général, c'est la gestion du changement. Donc ça, c'est certain que c'est quelque chose qu'on fait aussi au jour le jour. En fait, c'est le travail aussi un peu de Karen et moi. Hein. Nous, on n'est pas dans tous ces projets-là. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est pas Karen et moi qui les développons, c'est les équipes projets. Mais là, on est là aussi en accompagnement. Puis on a aussi bien sûr nos gestionnaires qui sont là pour appuyer leurs propres équipes dans toute cette gestion-là. Mais ça fait, c'est une partie importante également du projet, effectivement. Ouais. Mais je vous dirais qu'on a, il y avait une petite anecdote qu'on se demandait si on allait la partager, mais je vous dirais qu'il y a 2 ans encore, là, il y a des projets là-dedans dans lesquels on se serait jamais embarqué, comme on dit au Québec. Puis aujourd'hui, les équipes nous disent c'est le fun parce qu'on se sent prêt aujourd'hui à le faire. Alors qu'il y a 2 ans, on aurait eu peur, on n'aurait pas eu le courage de le faire. Donc, on voit quand même que la culture organisationnelle, comme on parle de RH, se développe tranquillement. Puis on s'en va aussi vers plus d'ouverture, d'innovation, tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Du coup, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je reviens juste sur un point que vous avez mentionné. Vous avez parlé des objectifs initiaux et au-delà des objectifs initiaux que vous étiez donnés, de tout ce que ça a apporté en plus, et du coup de savoir si vous aviez identifié un peu, on va dire, des indicateurs, ou enfin faire un peu une évaluation, et qu'est-ce qui vous du coup, j'imagine que ça a évolué dans le temps, et qu'est-ce que vous recherchez et comment vous évaluez en fait l'impact de ce que vous faites? C'est une très bonne question. Hein. C'est difficile d'évaluer. En fait, les projets d'innovation puis le portefeuille de projets d'innovation, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier avec des indicateurs, toujours de la même façon qu'on le fait avec des projets traditionnels. Moi, je trouve que souvent les résultats, ils sont de l'ordre du qualitatif plutôt que du quantitatif, en fait. Donc, ce qu'on fait à la fin d'une année, on dresse un rapport d'impact, en fait, de l'innovation où on liste évidemment tout ce qu'on a accompli, mais on y va aussi dans ce qu'on considère
déficitaires que ça a apporté justement au niveau de la culture, etc. Donc, je vous dirais que c'est encore des données molles dans le sens plutôt que que dures et quantitatives, mais c'est des choses qu'on peut apprécier. Je pense qu'on a encore des efforts, puis on est là pour vous partager très ouvertement aussi où on en est. Je pense qu'effectivement, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là sur la façon dont on pourrait peut-être mesurer peut-être plus objectivement les retombées que ces projets-là, puis ce grand projet-là globalement a sur nos deux organisations. Mais oui, puis c'est vraiment, ultimement, c'est le visiteur qui doit en bénéficier, puis nos équipes aussi, pour justement se transformer eux aussi à travers l'incubateur. Avant de terminer, j'avais une question à vous poser. Il y a plusieurs des projets que vous avez lancés portent sur des sujets en fait qui sont partagés par les musées français. Je pense à votre projet sur les valences émotionnelles, qui est un projet très très proche d'un projet qui a été fait par les musées du Nord, à Lille et à Lens, avec une université, un laboratoire de recherche, donc exactement la même démarche, l'oculométrie, etc. Est-ce que sur certains projets, vous auriez envie d'élargir le cercle? Alors je sais que c'est déjà compliqué de travailler à deux sur de l'innovation et sur l'incubateur, hein, mais est-ce que au moins ponctuellement sur certains projets vous seriez intéressé par des coopérations avec des musées français qui auraient les mêmes réflexions, les mêmes interrogations que vous? Oui, absolument. Puis en fait, plus on parle des projets, plus on est approché par des musées, mais aussi d'autres types d'institutions, même des laboratoires de recherche. Quand on a publié le projet sur les valences émotionnelles, on a fait un article dans un des journaux à Québec. Tout de suite, il y a d'autres laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus. Il y avait l'Institut de l'hôtellerie du Québec aussi qui travaille là-dessus. Donc, on voit qu'il y a des croisements à faire avec différentes institutions et que ce soit le laboratoire de recherche, mais même dans le cadre de tous les autres projets, on est très, très ouvert, très intéressé. En fait, on ne peut que gagner à échanger puis à collaborer sur ces projets-là. Donc, effectivement, c'est un peu ça l'objectif aussi aujourd'hui, c'était de vous partager tout ça. Mais s'il y a des choses qui vous interpellent là-dedans, n'hésitez pas à nous écrire après. On est très, très ouvert. Oui, parce que ça fait, comme tu disais, Pierre, c'est de nourrir l'écosystème aussi, puis de le faire varier aussi le plus possible. Alors, vous pouvez prolonger cette conversation en venant nous voir sur le stand C33, qui est le stand partagé Clic et avec les musées du Québec. Comme ça vous permet de continuer à discuter avec nos deux amis. On mettra en ligne sur le site du Clic aussi votre PowerPoint, du coup. Et à la demande, vous pouvez aussi demander à nos amis de vous l'envoyer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et alors, comme les deux musées de la civilisation, musée national des beaux-arts du Québec ont rejoint le Clic, on aura aussi beaucoup plus d'occasions de partager et pourquoi pas d'initier des projets collaboratifs entre la France et le Québec. Donc c'était pour ça que vous avez passé la semaine à Paris pour engager ce dialogue et aller vers des coopérations durables. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Pour cette présentation très intéressante. Et merci pour votre attention. Très bonne fin de salon.